Si je vous demande de citer une marque de luxe, il y a des chances que la première qui pop en tête, ce soit Louis Vuitton. C'est une marque qui est ancrée dans l'imaginaire collectif et qui est à la fois admirée par certaines personnes car elle accompagne les plus grandes stars de la planète et détestée par d'autres personnes qui y voient là une dérive complète du capitalisme avec des t-shirts coûtant parfois plus que 1000 euros. Alors comment est-on passé de mal de voyage à un empire de la mode valant plusieurs milliards de dollars et une marque travaillant avec les plus grands artistes du monde? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers l'histoire de Louis Vuitton. L'histoire commence le 4 août 1821 dans le Jura en Franche-Comté, où naît le petit Louis Vuitton dans un moulin. Son père est en effet meunier, ce qui veut dire qu'il possède un moulin et les gens lui apportent du blé pour qu'il le transforme en farine. Dans son enfance, son père lui apprendra très vite le métier de meunier ainsi que celui de menuisier, parce que quand on doit entretenir un moulin, il faut savoir travailler le bois. À tout juste 16 ans, Louis en a marre et décide de partir pour la capitale tout seul à pied en faisant 400 km. En chemin, il s'exercera à différents métiers et en arrivant à la capitale, il deviendra apprenti, layetier, emballeur, maletier. Un métier qui consistait à emballer les affaires des riches dans des malles pour leur voyage. On est en 1837 et à cette époque, les seules personnes qui voyagent sont soit des familles très aisées qui n'ont pas besoin de travailler, soit quelques pèlerins. Louis va continuer à travailler comme maletier jusqu'en 1852, où il est alors nommé maletier personnel pour Eugénie de Montiero, l'impératrice des Français et épouse de Napoléon III. Ce poste va lui ouvrir des portes car il va se faire un nom dans le milieu puisque l'impératrice va le conseiller auprès de ses autres amis nobles. À cette époque, on est aussi en pleine révolution industrielle, et Louis sent bien que le monde est en train de changer, qu'il est en train de s'internationaliser, notamment avec l'apparition des trains et des bateaux à moteur. Que ça implique, c'est que demain, ses clients ne viendront plus seulement de France, mais de toute l'Europe. Tous ces riches Européens auront besoin de malles pour voyager dans les trains. 2 ans après avoir travaillé pour l'impératrice, en 1854, Louis Vuitton et sa femme ouvriront leur toute première boutique, rue des Capucines, proche de la place Vendôme, à Paris. Louis Vuitton n'est plus seulement le nom d'un fabricant de malles, c'est une marque déposée. Les malles Vuitton vont se distinguer de la concurrence par une innovation toute simple, mais qui va faire la différence, un toit plat. Jusqu'ici, toutes les malles de voyage avaient un toit bombé de manière à évacuer l'eau. Mais les malles Louis Vuitton seront plates de manière à être plus facilement empilables dans les compartiments de train. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais pourtant ça va créer un nouveau standard dans les malles de l'époque et les gens vont s'arracher les malles Louis Vuitton en particulier. La seconde moitié du 19e siècle sera très mouvementée pour la famille Vuitton et pour l'entreprise. D'un point de vue familial, Louis Vuitton aura un fils, Georges, il divorcera et se remariera avec l'héritière d'une grande entreprise. Georges apprendra le métier avec son père puis sera chargé de développer l'entreprise à l'international. En 85, les premières boutiques hors de France voient le jour, la première à Londres, puis New York, Philadelphie. C'est aussi à cette époque qu'on voit apparaître les premières contrefaçons, et c'est pour ça qu'en 1888, Louis Vuitton décide de créer un motif difficilement reproductible, un damier brun avec la mention Louis Vuitton, marque déposée. L'affaire familiale est reprise par George, qui va développer vraiment le versant international. Il s'en va aux États-Unis très rapidement et participe à toutes sortes d'expositions, notamment à Chicago, pour exposer la marque. En 1896 apparaît un nouveau symbole important, le monogramme à fleurs, qui est largement inspiré des monts japonais, des emblèmes de famille, à peu près l'équivalent de nos blasons en Europe, qui étaient très en vogue à cette époque. Le début du XXe siècle, ça va être l'apparition des premiers sacs de voyage. La malle n'est plus si adaptée que ça aux habitudes des consommateurs, et on va devoir introduire des sacs mous, en commençant par le streamer. George aura inventé pendant son voyage aux États-Unis en 1901, et en 1930, le Kipal qui est encore produit aujourd'hui. Au XXe siècle, il faut donc se rendre compte que Louis Vuitton, c'est une marque de luxe avec des magasins à travers le monde entier qui sont réputés pour leur architecture magnifique, mais c'est une marque qui ne produit que des sacs et des valises de voyage. Et quelques accessoires évidemment. Mais ils ne produisent pas encore de vêtements. Et je trouve ça fou de se dire qu'une marque qui est autant associée à la mode aujourd'hui ne produisait pas de vêtements avant les années 90. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du 20e? Ça fait un moment que l'entreprise n'est plus familiale, il y a des actionnaires, et parmi eux un certain Bernard Arnault qui a une vision bien précise en tête de ce que doit devenir la marque. Quand on contrôle une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars déjà à l'époque,
C'est simple, on peut tout simplement tout se permettre. En 1997, l'entreprise va débaucher un certain Marc Jacobs, un designer américain en vogue à l'époque, pour le nommer directeur artistique. Il va être en charge de créer la toute première collection Louis Vuitton et décidera d'aller dans un style très épuré, très minimaliste. Avoir un grand nom de la mode pour créer ta première collection de vêtements, c'est super. Mais les gens qui s'intéressent pas au milieu ne savent pas qui est Marc Jacobs. Et c'est là la base de toute la stratégie marketing de Louis Vuitton et de quasiment tous les grands groupes de luxe, prendre une égérie. Et en toute première égérie, ils vont décider de prendre une actrice française aussi bien en vogue en France qu'à l'étranger, Catherine Deneuve. Et cette stratégie, ils vont continuer à l'appliquer jusqu'à aujourd'hui. Les collections vont être imaginées, que ce soit pour les sacs ou les vêtements, par des artistes reconnus dans le milieu. Et pour toucher le grand public, ils vont collaborer avec des stars. En vrac, on peut citer Scarlett Johansson, Kanye West, Pharrell Williams, Lisa. Et je crois qu'on se rend pas bien compte à quel point c'est génial comme stratégie. Parce qu'en faisant ça, Louis Vuitton, il rentre dans la pop culture. Parce qu'ils sont là à la première d'un film dans lequel joue Zendaya quand elle arrive à l'avant-première habillée dans une robe Louis Vuitton. Ils sont là quand t'es fan de K-pop, que tu vas voir BTS et que avant leur concert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un shooting pour Louis Vuitton. Ils sont là quand tu regardes Léon Marchand gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qu'il est en fait ambassadeur de Louis Vuitton. Et ok, on prend des acteurs, des chanteurs, des sportifs, des gens qui ont une certaine couverture médiatique et qui du coup vont pouvoir représenter la marque. Après tout, c'est leur boulot et c'est pas forcément quelque chose de très innovant. Et il y a des gens qui s'en foutent des égéries. Et c'est là où la collaboration avec des artistes est super maligne. Parce que un type qui est super fan de manga, par exemple, bah un jour il va peut-être se balader et s'arrêter devant une boutique sans se rendre compte que c'est une boutique parce qu'il aura vu une petite fleur. Et cette fleur, elle a été imaginée par Takashi Murakami, qui a fait une collaboration avec Louis Vuitton dans une super collection, super colorée. Et cette fleur, elle a aussi inspiré un personnage du meilleur film de One Piece, Lily Carnation. En 2017, Louis Vuitton fait une collaboration surprenante avec la marque Supreme. Et à partir de là, il y a un changement de stratégie marketing très important pour la marque qui se met à produire du streetwear. C'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avec la marque Lacoste, qui initialement était pensée pour des gens plutôt aisés et qui a fini par être connu surtout pour ses survêtements en cité. Ça me fait penser que j'avais vu une vidéo, où j'essaierai de retrouver la référence, qui disait qu'apparemment cette segmentation de marché a fait qu'aujourd'hui il y a deux types de vêtements Louis Vuitton. Il y a ceux pour les vrais riches qui sont plutôt minimalistes et discrets, et il y a ceux pour les nouveaux riches qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent et qui du coup veulent afficher des logos de manière ostensible. Bref, c'était l'histoire de Louis Vuitton, ou comment un petit gars parti à pied de Franche-Comté vers la capitale a créé une entreprise qui aujourd'hui est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Et comment cette entreprise s'est développée à partir des années 90 pour devenir une référence dans le milieu de la mode et de la pop culture. Très clairement, il n'y a pas de souci à se faire pour la marque. Elle va très bien et aura encore de beaux jours devant elle. Aujourd'hui, un de ses directeurs artistiques pour la collection Homme est Pharrell Williams, le gars qui chantait Happy en 2012. Faites bien du courage. Vidéo terminée. Tchuss.